Vous êtes un artisan à Paris, en l'an de grâce 1412. La fraîcheur de novembre s'infiltre dans les ruelles étroites de la cité, mais une tension inhabituelle réchauffe l'air vicié. Vous resserrez votre chaperon sur vos oreilles, observant le guet royal patrouiller avec une vigilance accrue. Des rumeurs circulent dans les tavernes, des chuchotements à propos d'un procès qui promet d'être le plus suivi que la ville ait connu depuis longtemps. L'accusé est un certain Perrin, un tanneur du quartier, un homme que vous avez croisé des dizaines de fois au marché. Vous avez assisté à bien des scènes de justice expéditive sur le parvis, des pilori et des annonces de bannissement, mais jamais vous n'avez ressenti un tel mélange de pitié et de crainte. Quand les lourdes portes du Châtelet s'ouvrent, pour laisser passer le prévôt et ses sergents, votre souffle se coupe. Ils traînent un homme aux vêtements déchirés, le visage tuméfié, les mains liées dans le dos. Mais c'est le regard des badauds qui vous glace le sang. Un mélange de curiosité morbide et de soulagement égoïste. Cet homme, qui volait du pain pour nourrir sa famille affamée, est désormais qualifié de criminel. Vous vous adossez à un mur, le cœur battant. C'est le visage du crime au Moyen-Âge. Un visage souvent façonné par la misère, la faim et le désespoir. La justice des hommes, vous le savez, ne choisira pas ce chemin pour la clémence. Pour elle, il est un danger pour l'ordre public, un membre gangrené qu'il faut couper. Plongeons ensemble dans les ombres de l'histoire pour découvrir ce que signifiait être un criminel à une époque où la survie elle-même était une lutte quotidienne. Oubliez les images romantiques de bandits de grand chemin. La réalité du crime médiéval est bien plus complexe et tragique. La plupart des méfaits n'étaient pas le fruit de plans machiavéliques, mais des actes de désespoir. Le vol était, de loin, l'infraction la plus répandue. Voler de la nourriture sur un étal, du bois dans la forêt du seigneur, ou quelques pièces dans la bourse d'un marchand distrait. Ces larcins étaient le symptôme d'une société où la famine et la pauvreté étaient des compagnons constants pour une grande partie de la population. La fraude était également courante, le meunier qui ajoutait du sable à sa farine, le tavernier qui coupait son vin avec de l'eau, ou le marchand qui utilisait des pois truqués. Ces tromperies, bien que moins violentes, étaient donc perçues comme des atteintes graves à la confiance qui liait la communauté. Enfin, les actes de violence, rixes d'ivrogne, querelles de voisinage qui dégénèrent, ou agressions sur les routes, éclaté souvent de manière spontanée, dans un monde où l'honneur se défendait à la pointe du couteau et où l'alcool coulait à flot pour oublier la dureté du quotidien. Lorsqu'un individu était accusé, le chemin vers la justice était rapide, brutal et souvent dépourvu de ce que nous appellerions aujourd'hui l'impartialité. La procédure judiciaire était locale et dépendait entièrement de l'autorité en place, le seigneur du fief, l'évêque pour les affaires religieuses ou le prévôt du roi dans les grandes villes. Il n'y avait pas d'avocat pour le commun des mortels, et l'accusé devait souvent se défendre seul. Le procès se déroulait en public, sur la place du village ou devant le château, transformant la justice en un véritable spectacle. Les preuves étaient souvent minces, basées sur des témoignages parfois motivés par des rancunes personnelles. Dans les cas les plus obscurs, on pouvait recourir aux ordalies, les jugements de Dieu, l'épreuve de l'eau bouillante ou du fer rouge. Si la blessure guérissait bien, Dieu avait innocenté l'accusé. Ces pratiques, bien que de plus en plus critiquées par l'Église, persistaient dans les mentalités. Les châtiments, quant à eux, étaient conçus pour marquer les esprits et servir d'exemple. Les peines corporelles étaient la norme, le fouet pour les petits voleurs, la main coupée pour les récidivistes ou la langue percée pour les blasphémateurs. Le pilori où le condamné était exposé aux insultes et aux crachats de la foule était une humiliation publique terrible, une peine symbolique qui détruisait la réputation plus sûrement que les coups. Au-delà de la douleur physique, la condamnation entraînait une mort sociale. Dans une société où l'honneur et la réputation étaient tout, être marqué du sceau de l'infamie était une sentence pire que la mort pour beaucoup. Un criminel, même après avoir purgé sa peine, devenait un paria. Il perdait ses droits civiques, ne pouvait plus témoigner en justice, ni exercer certains métiers. Son nom était souillé et cette tâche s'étendait à toute sa famille, rendant les mariages de ses enfants difficiles et jetant l'opprobre sur ses proches. Cette stigmatisation était visible et permanente. Parfois, le condamné était marqué au fer rouge, une signature indélébile de son crime sur sa propre peau. Pour la communauté, il devenait un étranger, quelqu'un dont on se méfiait, que l'on évitait. Cette exclusion sociale était une arme puissante pour maintenir l'ordre. La peur d'être banni du groupe, de perdre sa place dans le fragile tissu social, était un moyen de dissuasion bien plus efficace que la simple crainte de la douleur. Le criminel n'était plus seulement celui qui avait enfreint une loi, il était celui qui avait rompu le pacte de confiance avec ses pairs, un traître à la communauté. Il est essentiel de comprendre que la justice médiévale n'était pas un système monolithique et impartial. Elle était profondément personnelle et communautaire. Le juge n'était pas un magistrat anonyme dans un tribunal lointain.
C'était souvent le seigneur local, un homme que les accusés et les plaignants connaissaient, avec ses propres intérêts, préjugés et alliances. La justice était rendue rapidement, parfois en quelques heures, sans les longs délais de nos systèmes modernes. Cette rapidité pouvait être un avantage, mais elle laissait peu de place à l'enquête approfondie ou à la nuance. L'influence du statut social était immense. Un noble accusé du même crime qu'un paysan ne subirait jamais la même peine. Il pouvait négocier une amende, faire appel à ses puissants alliés, ou même obtenir le pardon du roi. Le serf, lui, ne pouvait compter que sur la miséricorde de son seigneur, une miséricorde souvent absente. La justice était un reflet de la hiérarchie sociale, sévère avec les faibles et souvent clémente avec les puissants. La communauté jouait également un rôle central, non seulement comme public, mais aussi comme acteur. Les voisins témoignaient, la rumeur publique pesait lourd dans la balance, et le verdict final devait être accepté par la collectivité pour être légitime. Il est crucial de nuancer notre perception du criminel médiéval. Loin de l'image du bandit endurci, beaucoup étaient des individus poussés au crime par des circonstances extrêmes. Une mauvaise récolte, une épidémie qui décime le bétail, la mort du chef de famille ou une dette écrasante envers le seigneur pouvait transformer un honnête homme en voleur en l'espace de quelques mois. La société médiévale vivait sur le fil du rasoir, et la frontière entre la légalité et l'illégalité était mince lorsque la survie était en jeu. Le braconnage, par exemple, était sévèrement puni. Mais pour un paysan dont la famille mourait de faim, tuer un cerf dans la forêt seigneuriale n'était pas un crime, mais un acte de nécessité. Ces criminels de la faim n'étaient-ils pas perçus par leur père comme des menaces, mais plutôt comme des victimes d'un système injuste. Bien sûr, il existait des bandes organisées, des brigands qui terrorisaient les routes ou des réseaux de contrebandiers, mais ils représentaient une minorité. La grande majorité des affaires judiciaires concernaient des gens ordinaires, des marginaux, des veuves sans ressources ou des jeunes sans avenir, tous piégés par la précarité de leur existence. Face à une condamnation, les chemins de traverse étaient rares, mais existaient. L'exil ou le bannissement était une peine fréquente. Le condamné était chassé de son village ou de son royaume, condamné à une vie d'errance et de misère, mais il échappait au moins à la potence. L'emprisonnement, tel que nous le connaissons, était rare et coûteux. Les prisons médiévales, comme les cachots du Châtelet, étaient des lieux de détention temporaire avant le procès ou l'exécution, des mouroirs insalubres où les détenus dépendèrent de la charité pour ne pas mourir de faim. Pour les peines plus longues, on préférait les travaux forcés, comme ramer sur les galères du roi, une condamnation à mort à petit feu. Cependant, tout n'était pas sans espoir. Le droit d'asile offrait une protection temporaire. Un fugitif qui parvenait à se réfugier dans une église ou un monastère était temporairement hors d'atteinte de la justice séculière, lui donnant un temps précieux pour négocier ou s'enfuir. Enfin, la grâce royale ou seigneuriale restait une possibilité. À l'occasion d'un mariage princier, d'une victoire militaire ou d'une fête religieuse importante, le souverain pouvait accorder son pardon, effaçant l'ardoise et offrant une seconde chance inespérée. Finalement, la notion même de crime était fluctuante, une idée qui se transformait selon le lieu, l'époque et surtout le statut social. Ce qui était considéré comme une offense impardonnable dans une ville pouvait être toléré dans une autre. Le vol de nourriture, par exemple, pouvait être puni de mort en temps de prospérité, mais tacitement accepté par la communauté en période de famine, considérant que le droit à la vie primait sur le droit de propriété. Un seigneur qui levait des taxes exorbitantes et affamait ses paysans n'était pas un criminel aux yeux de la loi, mais un paysan qui volait un sac de grains pour survivre l'était. La violence d'un chevalier lors d'un tournoi était célébrée, mais la même violence exercée par un artisan dans une rixe de taverne le menait au gibet. Le crime et la justice au Moyen-Âge n'étaient pas des concepts abstraits et universels, mais des outils de pouvoir, des reflets d'une société profondément inégalitaire. L'accusé Perrin, notre tanneur parisien, n'a pas été choisi par le destin. Il est le produit d'un système où la justice est un luxe et où la pauvreté est, en soi, le plus grand des crimes.